Le président du Faso a affirmé mardi avoir mis à nu des projets d'assassinat ciblés contre des dirigeants de la transition au Burkina Faso étaient à la manœuvre. Les forces de défense et de sécurité, et tenez-vous bien, en complicité avec des terroristes et des officiers tapis hors du territoire burkinabé. Le terrorisme au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest est un nouvel instrument de recolonisation. C'est le sujet au menu de cette édition spéciale. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver sur la C360, la télévision panafricaine. Et pour les clés de lecture, je suis en compagnie de Dr Hyacinthe Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo est le coordinateur adjoint du Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, monsieur Dabira. Et bienvenue sur le plateau. Merci. Également, pour les clés de lecture sur ce sujet, je suis en compagnie de M. Nestor Podassé. M. Podassé est le coordinateur national de la planète des jeunes panafricanistes, PJP, section du Burkina Faso. Bonjour, monsieur Podassé, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonjour à M. Dabira, bonjour à mon copanéliste, Dr Hyacinthe Ouedraogo. Bonjour à tous les téléspectateurs de C360, bonjour à tous les Burkinabés et bonjour à toute l'Afrique. Je vous l'annonçais tantôt, mardi dernier, lors de la montée des couleurs à la présidence du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a confirmé des rumeurs de tentatives de déstabilisation. C'est une énième tentative avec des éléments nouveaux. Et ceux qui étaient justement à la manœuvre cette fois-ci étaient en complicité avec des terroristes. Je vous laisse suivre ce petit extrait du président du Faso et nous revenons sur le plateau pour le décryptage. Ce matin 6 août, Dieu nous fait grâce qu'on puisse se retrouver pour pouvoir honorer donc notre drapeau. Il y a 2 jours de cela, avant-hier, 4 août, nous célébrions donc l'anniversaire de l'avènement de la révolution du Burkina Faso, qui a vu donc naître la lutte pour notre indépendance réelle. Le 4 août 1984, le Nord Burkina Faso est né avec le drapeau que nous venons de monter, les armoiries, l'hymne national, tout a été changé. C'était un espoir de pouvoir donc donner un souffle nouveau à notre pays. C'était bien sûr à la veille du 5 août qui consacre donc la proclamation de l'indépendance qui nous a été donnée donc en 1960. Alors je souhaite que nous puissions travailler et faire en sorte que l'année prochaine, à cette même célébration, que nous soyons en train de consolider l'indépendance réelle que nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour acquérir. Que chacun s'y mette, parce que l'indépendance ne se donne pas, ça s'arrache. Et c'est cette lutte que nous sommes en train de mener actuellement. Depuis quelques semaines, je dirais de cela, il y a des rumeurs de tentatives de déstabilisation de notre pays. Et je pense que certaines presses de la place ont aussi relaté certains faits. Alors en tant que travailleur de la présidence, c'est un devoir de pouvoir vous donner l'information juste et que vous puissiez aussi informer d'autres personnes en retour. Et surtout pour votre gouvernement et votre sérénité dans le travail. En effet, depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignement occidentaux, dirigés principalement contre notre pays. Et les opérations devraient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive, qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Waïa.
Donc nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan et l'assaut final devrait donc avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi, d'agents à l'intérieur donc de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion. Dans les projets d'attaque, environ une dizaine, malheureusement, de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes, qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, les donnaient les informations nécessaires pour mener des attaques. C'est malheureux que ce soit des Burkinabés et encore des personnels de FDS, mais c'est le cas. En plus de ça, certains médias aussi ont relaté le fait que certains éléments des BIR ont été contactés. C'est vrai. Vous savez que les BIR sont le fer de lance de la lutte que nous menons actuellement. Tous ceux qui ont été approchés nous ont rendu compte et nous suivons la situation. C'est malheureux de vouloir rester à l'extérieur et de manipuler des soldats à l'intérieur pour faire ce que vous voulez. C'est insulter l'intelligence de nos soldats et tout le monde l'a compris. Je pense que ces officiers qui manipulent sont tous à l'extérieur et ils continuent de leur travail depuis l'extérieur. Ce n'est pas honorable pour un officier d'agir ainsi. Je pense que pour plus de dignité, ce serait bien qu'ils rentrent et qu'ils mènent eux-mêmes leur projet. Et nous les attendons. C'est pour vous dire que nous suivons la situation et nous allons continuer de sévir et d'agir pour toujours maintenir le cap que nous avons donc pris. Parce que c'est une lutte de longue haleine. Ce sont des événements qui ne vont pas manquer. Nous dérangeons beaucoup de gens, nous savons. L'indépendance, comme je vous l'ai dit, ça s'arrache. Donc, ces projets de déstabilisation vont toujours continuer à exister. Mais nous nous battrons contre cela. Parce qu'une révolution, ça se combat toujours. Mais une révolution aussi, il y a des gardiens qui maintiennent la révolution et vous en faites partie. Il y a des gens qui n'ont pas été arrêtés jusque-là qui pensent avoir eu la chance. Non, ils n'ont pas de chance. Nous les suivons. Donc tous ceux qui sont dans ces projets, c'est les inviter à se départir parce que nous n'allons pas hésiter un seul instant à agir comme il le faut pour l'intérêt du Burkina Faso. L'indépendance ne se donne pas, ça s'arrache. Et c'est cette lutte que nous menons, a déclaré le président du Faso. Docteur, je vais commencer avec vous. Alors, est-ce qu'on dira simplement que le président du Faso est combattu pour sa conviction, laquelle conviction est donc de libérer son pays du joug colonial? Oui, je crois que c'est ce qu'il a dit. Et le président du Faso, actuellement, comme bien d'autres personnes avant lui, on sait que toujours dominer l'Afrique a été le projet de l'Europe, de l'impérialisme. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que dans les rapports entre l'Afrique et l'Europe, ça a toujours été des rapports de domination, des rapports d'écrasement, des rapports d'exploitation. Et tout ce qui peut gêner l'Europe dans sa dynamique d'exploiter l'Afrique, alors l'Europe, l'impérialisme, va trouver les voies et moyens pour les écraser, pour les nuire. Et voilà pourquoi on assiste à autant de tentatives de déstabilisation. Tentatives, comme je disais, depuis, c'est pas seulement même depuis les indépendances, depuis la conquête et même depuis l'esclavage, on a toujours vu que l'Europe a tenté d'écraser ou en tout cas d'écarter tout ce qui pouvait gêner sa dynamique d'exploitation. Si on prend récemment, ceux qui ne sont pas inquiétés font la volonté de l'Occident, ceux qui acceptent au détriment de la population manipulables sont placés à la tête de nos États. On sait comment des gens comme les Sylvanus Olympio, comme les Patrice Lumumba, les Kadhafi, les Thomas Sankara ont été donc écrasés par l'impérialisme. Aujourd'hui, les enjeux même se sont accrus parce que les masses africaines se sont réveillées. Ce n'est pas comme il y a de cela quelques décennies où c'est quelques leaders éclairés seulement qui avaient la vision et qui traînaient à embarquer les masses. Aujourd'hui, les masses ont pris conscience, les masses réclament cette rupture, cette indépendance. Ce qui fait que les leaders gênent plus
Parce qu'il suffit qu'il y ait un leader de très bonne volonté et la mayonnaise prend. Et vous avez parlé justement des masses de plus en plus éclairées. Au Burkina, on peut citer avec aisance les Wahia, la veille citoyenne, plus sur la défensive, hein, sur tout ce qui touche aux affaires de l'État. Comme d'ailleurs cette OSC donc, de mon co-débatteur, de mon co-panéliste, la PJP. La PJP. Ouais, comme aussi le RISA. C'est autant de structures aujourd'hui qui impriment une nouvelle dynamique. Et ce dynamisme-là fait que l'Europe est inquiète. Et il faut tout faire pour nuire. Et surtout, ce n'est pas une question des pays donc, du Burkina, du Niger et du Mali. C'est aussi la peur, comme d'ailleurs sous la Révolution, que ce nouveau souffle-là ne s'exporte vers d'autres pays. Quand on voit ce qui se passe au Nigeria, quand on voit ce qui a failli se passer au Sénégal, même si ce n'est que partie remise, parce que je pense que les dirigeants peuvent s'imposer pour un temps, mais ne peuvent pas détourner un peuple pour longtemps. Et c'est toute l'Afrique occidentale, j'allais même dire c'est toute l'Afrique. Aujourd'hui, l'inquiétude de l'Occident est bien fondée et il faut tout faire pour écarter ces leaders avant qu'il ne soit trop tard. Ces leaders et tous ceux qui œuvrent à leur protection, on parle justement de la veille citoyenne. C'est ça. Alors, monsieur de la PJP, vous êtes coordinateur national de la PJP, on sait que vous êtes de la veille citoyenne. Le président l'a si bien dit. Dans le projet de déstabilisation, il y avait aussi ce projet-là d'éliminer des leaders de la veille citoyenne. Est-ce qu'au niveau de la veille citoyenne, vous êtes assez préparé? Est-ce que ça vous surprend, ce genre de révélation du chef de l'État? Non, moi personnellement, ça ne me surprend pas. Parce que je suis le secrétaire général de la coordination nationale de la veille citoyenne de l'arrondissement 7 de Bobo-Guilasso. Voilà, au moment où nous, on commençait, on mettait le bureau en place. Dans notre arrondissement, il n'y avait qu'un seul rond-point, mais aujourd'hui, nous sommes à 8. Donc, ça veut dire que l'adhésion est populaire et le travail qu'on fait à la base, ça prend. Et cette tentative des assassinats, des attaques lâches des ronds-points, ça ne nous a pas surpris parce qu'il y a toujours des mauvaises langues qui nous disaient que faites attention parce que. Nous, on a dit non. Une fois que tu nais sur cette terre, la deuxième chose, c'est de répartir d'où tu es venu. Donc, mieux vaut vivre une seule journée en lion que de vivre 100 ans en mouton. Et nous, on a opté de vivre pour notre patrie. Notre vie n'est pas meilleure que les VDP qui donnent leur poitrine pour que nous, on puisse être sous climatiseur ici. Notre vie n'est pas mieux que les FDS qui donnent leur vie pour que nous, on soit ici. Donc, nous, on a dit, on est tous dans le même combat. Donc, vous n'êtes pas surpris? Non, on n'est pas surpris, on n'a pas peur aussi. Non, on n'a pas surpris de ces révélations. Parce qu'il y a des gens qui nous ont dit que si nous, on veut voir nos enfants grandir, d'abandonner. Nous, on a dit, on n'abandonnera pas. Et c'est vous qui allez avoir l'échec. Donc, tous ces messages codés que ces personnes-là nous envoyaient, ça nous disait beaucoup de choses. Et si vous vous renseignez au niveau de Bobo, le service de sécurité GI a fait plusieurs fois des déclarations pour des cas comme ça. Et même un de vos confrères, Courrier Confidentiel, a parlé entre-temps de la vie d'un des leaders des OSC qui était menacé à Bobo. Et ça vous en fait allusion? Bien sûr que oui. Courrier Confidentiel a parlé de ça en son temps. Donc, ça ne nous surprend pas. Et si vous voyez les dernières révélations du Courrier Confidentiel par rapport à l'arrestation du lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, donc on a regardé dans son téléphone parlait. Le nom de ceux qui sont dans le rond-point est revenu encore. C'est ressorti dans ces échanges. Ça veut dire qu'ils disent que nous sommes un vrai obstacle pour eux. Et donc, pour atteindre l'objectif, il faut nous... Mais est-ce que vous êtes assez préparé en votre sein? Quelle est l'organisation? Bon, parmi nous, il y a d'autres qui ont déjà fait les formations VDP et autres, mais je ne vais pas tout révéler sur le plateau ici. Mais c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Il y a d'autres qui ont fait des formations VDP, mais quelle stratégie nous avons mis en place pour contrer quand ils vont venir, je ne vais pas le révéler ici. Voilà, ça reste à notre sein. Mais ce que nous savons, c'est que vous êtes bien préparés. Nous sommes préparés moralement, vous psychologiquement, et nous les attendons. Celui qui ose, nous allons le manger cru. La preuve est que dans les autres pays, quand ils entendent les coups de feu, les gens courent pour se cacher. Mais au Burkina, c'est le contraire. Quand les gens entendent Wahia, on sort pour affronter le danger. Donc ça veut dire qu'on n'a pas même courage. Tu peux avoir tous les moyens, tous les matériels nécessaires. Mais si tu n'as pas le courage d'affronter ton adversaire, tu vas perdre. Mais tu peux être faible. Mais si tu as ça dit matériellement. Mais si tu as le moral fort, le courage d'affronter, tu vas récupérer l'arme de ton adversaire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec l'impérialisme
et ses valets locaux partout en Afrique. Et cette nouvelle génération, comme je l'ai toujours dit, décennie 2020-2030, c'est pour l'Afrique. Ça, c'est une révélation divine. Comme on n'est pas ici à l'église, sinon j'allais rentrer dans les détails, les gens vont comprendre que non. La force qui est avec nous est plus que l'impérialisme. Regardons dans l'exemple très simple de David et Goliath dans la Bible. David avec quoi? Javelot. Et Goliath était plus armé, plus gros, plus grand, et il a défié l'armée d'Israël. Merci pour ce petit cours, ce cours d'histoire. Alors, docteur, je reviens à vous avec un passage de ce que le président a dit lors de cette dernière sortie. Nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan et l'assaut final devrait avoir lieu à travers le recrutement d'agents à l'intérieur de nos rangs. C'est ce que le président a dit. Ça montre à quel point le danger est à côté. Oui, le danger est à côté, mais je pense que le mode opératoire n'a pas changé. Depuis très longtemps, l'impérialisme n'agit pas directement. Il travaille toujours à avoir des infiltrations. Mais quand il parle d'assaut final, ça veut dire qu'ils étaient vraiment avancés. Oui, ils étaient vraiment avancés. Ils se disent que chaque fois, ils prennent le temps de beaucoup planifier et ça échoue à la dernière minute. Pourquoi ne pas lancer un assaut, quitte à ce que les gens se rallient au fur et à mesure? Est-ce qu'on pourrait s'imaginer que c'est dû au fait que le taux de reconquête, le ministre en charge de la Défense l'a dit, nous sommes à 69%. Est-ce que ce n'est pas pour marquer un coup d'arrêt justement à ce taux de reconquête-là, qui est de plus en plus progressif? Oui, quand on connaît la connexion entre l'impérialisme et le terrorisme, tout le monde sait que le terrorisme, pas ailleurs, le terrorisme ailleurs peut avoir d'autres visages. Mais dans le Sahel, terrorisme rime avec impérialisme, rime avec qu'est-ce qu'il faut faire pour déstabiliser nos États, pour les rendre fragiles et pouvoir avoir une même mise sur nos richesses. Et depuis que la dynamique a changé, depuis qu'au Mali, on a demandé aux troupes étrangères de partir, le Burkina a imité le pas, le Niger est en train de le faire, pour ces gens, si nous réussissons à triompher du terrorisme, c'est leur échec. Parce qu'ils ont été ici pendant une décennie. Pour arrêter la dynamique. Si aujourd'hui, nous, on a pu, mais il n'y aura plus de troupes même d'occupation françaises, américaines en Afrique. Tout le monde va se dire que bon, le Sahel a tenté sa donnée, on va le faire. Alors qu'on sait, depuis même avant la conquête coloniale, qu'avoir des bases militaires ailleurs dans le monde est une des priorités, un des pions de l'impérialisme. Donc ici, et moi-même je peux penser que même si l'assaut final n'allait pas être la prise du pouvoir, mais il suffit de pouvoir instrumentaliser un camp militaire, peut-être vers les frontières, et on lance une rébellion. On sait déjà avec le mouvement, c'est le FDR, non? Le Front. Oui, non, au Burkina Faso ici, le Front pour la défense de la patrie. Oui, ceux qui ont lancé ça en Côte d'Ivoire. Mais ils ont appelé les gens à se soulever contre le pouvoir actuel. Ça, c'est peut-être la face visible et la face civile. S'ils ont maintenant une face militaire, ça va leur donner plus de poids. Et s'ils arrivent à créer une forme de rébellion, ou en tout cas arriver à prendre un camp militaire instrumentalisé qui s'affiche contre le pouvoir, bon, ça va leur donner quelques arguments pour poursuivre dans leur plan de déstabilisation. Sinon, tout le monde sait que l'armée actuellement, ce n'est pas l'armée seule, que ce soit l'armée, que ce soit les civils, il y a des infiltrations. Ce qu'on appelle apatrides. Moi, je pense que les apatrides, même, ceux qu'on connaît, ils ne sont rien. Le plus même, ils sont cachés. Ils attendent la moindre occasion, la moindre faille du régime là, pour lever la tête, pour sortir la tête de l'eau, et ça sera vraiment difficile. Voilà pourquoi il faut toujours travailler à nuire à ces plans-là pour vraiment continuer à imposer le rythme imposé par la transition actuellement. Alors, le président l'a dit très clairement, il y a, dans le process, il y a une forme de guerre de communication qui se mène à travers la désinformation. Alors, quand on est en guerre de communication, est-ce qu'on ne peut pas commencer à donner des noms, par exemple des officiers là, qui tirent les ficelles à l'extérieur et tous ceux qui sont impliqués pour que les Burkinabés comprennent aussi qui sont les apatrides qui se prennent tant à leur propre patrie? Les officiers qui sont hors du pays, donc on peut citer, moi... Non, je parle de la nécessité. La nécessité, mais moi... On ne va pas citer les noms. Bon. Sinon, moi, en tout cas, il y a des noms que moi, je peux citer. Hein. Non, ben, on va pas... on laisse ça à la justice. Mais je dis, dans une guerre de communication... Non, parce qu'il faut parler pour que l'opinion soit éclairée. Quand je prends un exemple très simple, un général fuyard qui attaque son pays par les guerres de communication, tel que Djibril Bassolé,
qui est un repris, qui est un condamné de justice qui devrait être normalement dans sa cellule parce qu'il a demandé pour aller se soigner en France et puis venir qui fuit. Et donc, qui accorde interview dans les médias impérialistes en Europe. Il en fait partie. Lui, c'est la face visible de l'iceberg. Donc, lui, il faut le citer nommément. Normalement, il devait être à la justice. Mais c'est lui qui tourne dans les médias pour attaquer le Burkina Faso. Pour dire que la stratégie que nous, on a adoptée, ce n'est pas bon. Et à chacune de ces sorties médiatiques, il y a attaque à l'intérieur du Burkina Faso. Donc, du coup, on fait le parallélisme. Et lui, c'est fini. Donc, Djibril Bassolé, on peut le citer. Je prends encore un autre exemple. L'ancien DGA de l'ANR, M. Sékou Ouédraogo, qui est à Abidjan, qui est impliqué dans le coup d'État de 26 septembre 2023 manqué, qui a fui à son DAF, M. Belem, qui est aussi un commandant des officiers supérieurs, qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. Ils étaient du renseignement. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas eux qui donnent des informations aux terroristes, qui sont en connexion avec des terroristes et qui donnent la position à nos FDS de les attaquer? Il y a aussi l'ex-président qui est un officier d'Amiba, bien sûr, qui est aussi un officier supérieur, qui est un ex-président. Donc, je n'ai pas de preuves avérées. Non, mais on va attendre que les autorités nous donnent ces détails. Moi, je parlais de la nécessité de citer des noms. Oui. Bon, si moi je vais répondre à la question, je dirais que c'est nécessaire de citer les noms. Mais souvent aussi, je pense que le président juge la nécessité ou pas. Parce que récemment, le 11 juillet, lors de son allocution donc, au Palais des Sports devant donc, les forces vives de la nation, il avait cité nommément des États, des pays et des structures. Et ça avait créé des tollés. Les gens avaient dit non, c'était tellement d'attaques qu'il faut éviter. Peut-être que, bon, il ne veut pas aussi chaque fois être dans ces genre de révélation. Voilà, de révélation. Et souvent aussi, quand on ne cite pas les gens, ça permet au renseignement de travailler sereinement. Voilà. Quand on cite déjà les noms, ceux qui sont sur place vont peut-être commencer à faire attention. Ils sont informés. Alors que souvent, ça permet au renseignement de peaufiner la recherche et donc de mettre la main sur les gens. Donc, je pense que la communication est réelle, mais il faut juger de l'opportunité de dire ou pas. Et je pense que le président, avec tout ce qu'il a donc comme structure autour de lui, juge de la nécessité à l'instant T. En tout cas, la guerre de communication se mène contre les pays du Sahel très clairement. Oui. Ce n'est plus un secret de politicien. Mais comment comprendre justement que des Burkinabés se mettent comme ça contre leur propre pays, collaborer avec des terroristes qui endeuillent chaque jour que Dieu fait leurs propres frères et sœurs du pays? Ok, donc je crois que c'est difficile à comprendre, mais c'est quand même explicable. Et moi, je pense que tout part de l'éducation, tout part donc du système éducatif. Parce que notre élite est prise en tenaille par l'impérialisme, par ce qu'elle a reçu comme valeur inculquée. Il y en a qui pensent que non, sans eux, personne ne doit diriger le Burkina Faso. Donc, pour des questions politiciennes, pour des questions d'intérêt, aujourd'hui, l'élite est inquiétée parce que si ce qui est en train de se dessiner sort de l'eau, arrive donc à se positionner, ce sont des privilèges qui seront perdus. Alors que l'élite a été formée, a été instruite dans la logique de toujours défendre ses intérêts. Il y en a qui sont prêts, s'ils vont être au pouvoir, ou encore s'ils vont être proches des cercles du pouvoir, s'ils vont pouvoir préserver leurs privilèges pendant longtemps. Et la question du pays les importe peu. C'est l'intérêt individuel et égoïste, personnel qui prime sur l'intérêt national. L'autre question aussi que j'ai évoquée, que je n'ai pas fini, ce sont les querelles politiciennes. Aujourd'hui, certains se disent qu'ils ne sont pas en train de combattre le pays, ils sont en train de combattre une option politique du président qui est une option sans avenir. Il y en a qui pensent que non, la rupture avec la France, des gens comme Newton Ahmed Bari, ils sont foncièrement convaincus que l'option de se séparer de la France et de se tourner vers la Russie est une mauvaise option, est une erreur historique. Donc ces gens ne tolèrent pas qu'on se soit séparé de la France. Il y a aussi des gens qui pensent même que l'AES, ils l'ont dit, l'AES c'est un saut dans l'inconnu. Et ils ne voient pas donc les trois pays réussir. Comme j'ai dit, il y a des gens qui ont été même formatés. Ils ne pensent pas que l'Afrique peut se développer en se responsabilisant, en s'assumant. Ils pensent que l'Afrique ne peut se développer qu'en s'alliant derrière donc, l'ex-colonisateur, l'ex-métropole. Donc pour ces gens, certains sont un peu sincères, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans l'erreur. Mais pour la plupart de ces gens, ces apatrides-là, ils savent qu'ils sont en erreur. Mais comme ils n'ont pas été associés par le pouvoir, moi je connais des gens qui ont fait la cour au pouvoir
au début de la transition. Et qui n'ont pas eu gain de cause. Et qui se sont mués donc, en opposant un ennemi. Donc il y a tellement de réalités autour de la question qui justifient donc cette position actuelle. Alors, monsieur Podassé, très rapidement, après... Oui, très rapidement, par rapport à rebondir à ça, je peux dire que, comme Thomas Sankara l'a dit, l'impérialisme a pris le temps de détruire notre culture et en nous dominant avec 3 choses. Et c'est à la base de ça, ils ont étudié notre faiblesse, ils nous ont inculqué ces valeurs. Ça fait que nous avons de l'or devant nous, il y a poussière là-dessus ou de la boue. Il suffit de laver pour que l'or paraît propre, mais nous on pense que non, c'est pas bon. J'attends qu'on vienne me donner du miette plutôt que d'enlever boue là, laver. On n'a pas ce temps-là. Parce que pourquoi ils ont pris le temps de nous apprendre que l'Africain, c'est quelqu'un qui aime le divertissement. Le gain, la vie facile, chanter, danser, aller manger, boire. Ça, c'est le premier point de faiblesse pour les Africains. Deuxième point, on aime beaucoup les femmes. Voilà. Tu vois, non? Troisième point, on est beaucoup plus limité, on aime... Alors que nous sommes des travailleurs, au fait. Mais on est beaucoup plus limité, on aime beaucoup la paresse. Et quatrièmement, c'est le dieu d'argent. On aime le gain facile. On pense que le blanc vient nous flatter. Regardez, moi, j'ai appris un peu l'histoire. Avant, pendant la colonisation, ou bien c'est pendant l'esclavage, on venait donner juste miroir, ou bien sucre. C'est des trucs comme ça. Donc, aujourd'hui, la forme a changé. Alors que tout simplement, moi, j'ai un frère qui vit au Canada, j'ai d'autres frères qui vivent aux États-Unis. Ils disent que quand tu arrives là-bas, tous les grands sentiers bâtis, on va te dire que c'est les Noirs qui ont fait ça. Pendant l'esclavage, pendant le travail forcé et autres. Donc, ça veut dire que le Noir est travailleur. Nous sommes meilleurs dans tous les domaines. Mais on a un problème de notre prise de conscience par rapport à ces domaines-là. Donc, c'est ça qui fait que quand on nous flatte, on fait croire que non, docteur m'empêche de manger, je vais t'aider avec temps, et puis tu vas le faire partie, et puis bon, nous, on va se partager les gâteaux. Du coup, toi, tu vois que non, c'est très propre. Mais on ne tire jamais leçon de ce qui s'est passé hier. Si on avait tiré leçon de la vie de Mobutu, comment il a trahi Lubumba et autres, et Kasavubu, regarde comment il a terminé. Tous ces biens sont restés en Belgique. Rien. Regardons le cas de l'empereur Bokassa Ier en Centrafrique. Comment il a terminé. Regardons le cas de l'autre là, comment il s'appelle, Blaise Compaoré. Ça devrait nous donner des leçons. Il n'y a pas homme qui est aujourd'hui plus triste et plus malheureux sur cette terre que lui. Il a tout l'argent du monde, c'est un multimilliardaire. Mais est-ce que ça le profite? C'est ça. On dit bénédiction, mal acquis n'en profite pas. Et la bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin. Donc toute richesse qui est suivie de chagrin ne vient pas de Dieu. Pourquoi continuer dans cette même lancée-là? L'histoire est récente. 15 octobre 1987 à aujourd'hui, ce n'est pas trop loin. Peut-être ça fait 30, combien d'années? Donc, du coup, ça devrait nous réveiller nos méninges pour qu'on sache qu'on ne doit plus retomber dans les mêmes erreurs. Mais il y a des gens, comme leur vision n'est pas loin, ils voient juste au bout de leur nez. Donc, ils ne voient pas loin. Lui, comment satisfaire son bas-ventre, son ventre, c'est les deux qui le préoccupent. Et ce qui est bien dommage, le docteur a tantôt parlé des pays de l'AES, alors qui sont acculés en ce moment. Il n'y a pas que le président du Faso. On a vu la création d'un mouvement, nouveau au niveau donc, du Niger qui s'appelle MPN. C'est le mouvement patriotique du Niger, dirigé par un certain Mahamad Salah Abdel Gader, assez proche de l'ancien président de CHU, Mohamed Bazoum. Un commentaire à cela. Un commentaire à cela. Dessein, on va dire. C'est à dessein, c'est bien préparé avant même l'événement du coup d'État. Parce que pourquoi je le dis, Bazoum lui-même était un ancien rebelle. Il est du sud Libye. C'est un Touareg du sud Libye. Il est né là-bas. Mais au moment de la rébellion de 1992, si vous regardez très bien, j'avais une vidéo de ça. Vous allez voir Mohamed Bazoum dans la délégation qui sont venus signer l'accord de paix entre le gouvernement de transition de Amadou Toumani Touré et les rebelles du Nord Mali. Bazoum était là-bas. Je ne sais pas par quelle acrobatie Bazoum se retrouve au Niger dans le parti de Mahmoud Issoufou. Et du coup, il y a un problème qui se posait même au niveau de la Cour constitutionnelle pendant les élections où son dossier avait un problème parce qu'on doutait même de sa nationalité, parce que d'autres disaient qu'il se retrouvait avec 3 actes de naissance. Pour la Libye, pour le Mali et pour le Niger. Bon,
affaire de nationalité, là, bon, on ne peut pas trop rentrer dans les détails, mais quand tu regardes, même Bazoum même a un problème de nationalité douteuse. Et comme c'est un ancien rebelle, il va toujours préparer ses hommes en avant-gardiste, en plan B, au cas si j'ai des problèmes, venez à mon secours. Donc la naissance de ce mouvement n'a nul autre but que de déstabiliser la dynamique. C'est des anciens rebelles qui ont fait maquis avec lui, qui ont juste repris les armes, ce qu'ils connaissaient d'antan. C'est tout. Docteur, c'est l'opinion d'un certain nombre de Burkinabés et même d'Africains par rapport justement à la naissance de ce mouvement assez proche de l'ancien régime, c'est de déstabiliser la dynamique actuelle au Niger, comme tel est le cas au Burkina Faso. Oui, je crois que quelques jours ou quelques semaines après même la chute de Bazoum, il y avait d'abord eu un de ses ministres qui avait tenté de lancer donc, un front militaire contre eux. Ça n'a pas marché. Donc certainement, ils ont pris du temps pour faire marche arrière, le temps de bien se préparer. Et quand c'est comme ça, les soutiens de l'impérialisme, surtout de la France, ne manqueront pas. Peut-être beaucoup traînent à le croire, mais que l'armée française quitte le Niger, que l'armée américaine quitte le Niger, sans qu'il y ait donc, il n'exhibe, il ne passe par d'autres mouvements pour inquiéter le régime en place. Ça peut être des mouvements civils, ça peut être des mouvements militaires. Toujours est-il qu'ils ne resteront pas là inactifs. Parce que, comme j'aime le dire, la question, les rapports entre l'Afrique et l'Europe, c'est une question de les lions et la gazelle dans la jungle. Et le danger est d'autant plus grand aussi au Niger quand on sait que ce mouvement vient s'ajouter déjà au FPL et au FPJ, voilà, qui sont déjà actifs. C'est au régime actuel, s'il y a des acteurs civils qui sont dans les villes, qu'on les arrête et que le mouvement soit intégré. Si c'est un mouvement militaire qui se retrouve à occuper un pan du territoire, là, bon, il faut engager le combat. Mais il ne faut même pas permettre à ces mouvements-là d'avoir des représentants dans les villes pour quand même intoxiquer. Si c'est juste l'angle militaire, on sait comment les traiter avec le temps en lançant des offensives. Mais le problème, si on laisse ce mouvement peut-être avoir des connexions avec des gens dans les villes, on aura un double problème à la fois politique et militaire. Ça peut être difficile à combattre. Mais si c'est un mouvement qui est d'office reconnu comme un mouvement rebelle par le pouvoir en place, alors on pourra utiliser donc tout l'appareil d'État et tous les moyens militaires dont on dispose là pour donc les traiter en ennemis et non pas les traiter en adversaires. Parce que l'adversaire, souvent, il faut essayer de le convaincre, alors que l'ennemi, il faut l'écraser, surtout que nous sommes dans un contexte de terrorisme. Alors, le Niger aussi qui rompt avec effet immédiat ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, 2 jours après le Mali, et selon le porte-parole donc, du gouvernement nigérien, le président reproche justement à Kiev un soutien à des groupes terroristes à Tinzaouaten. Oui, je crois que c'est une bonne décision que le Mali et le Niger, et je crois que le Burkina aussi doit et va suivre cette logique. Parce que si nous formons une entité... Mais déjà, le Burkina était aux premières heures au niveau donc, de Tinzaouaten pour combattre aux côtés des femmes. Ça, c'est l'action militaire. Mais je dis aussi au niveau diplomatique, je ne sais pas quelles sont nos relations avec l'Ukraine, mais s'il y a vraiment de fortes relations diplomatiques, il faut aller à la rupture pour montrer S'il y en avait, j'imagine que c'était déjà dénoncé. Voilà, c'est pour montrer que dans l'AES, nous parlons le même langage, d'une même voix, et que agresser le Mali ou agresser donc le Niger, c'est aussi agresser le Mali. Et surtout que les deux décisions ont été prises, que voilà, ce soit vraiment une décision unanime donc, dans toute l'AES. Et pour moi, c'est étonnant quand même de voir l'Ukraine qui interviennent comme ça, mais ça peut aussi s'expliquer. Ça peut aussi s'expliquer parce qu'ils vont dire que les Russes sont leurs ennemis. Et si les Russes nous soutiennent, alors on dit que l'ami de mon ennemi est mon ennemi. C'est ça, non? Donc, si nous sommes amis de la Russie, alors que la Russie est leur ennemi, ils vont se dire qu'ils vont nous combattre, alors qu'ils sont en train de faire de mauvais calculs géopolitiques, géostratégiques, parce que les relations entre États sont des relations assez complexes. Et aller dans cette logique-là, je crois que l'Ukraine est en train de décevoir. Et l'Ukraine, en plus d'avoir un front en Europe qu'elle ne maîtrise pas, en plus du fait qu'elle s'est laissée berner par l'OTAN, est encore en train de se faire berner une fois de plus par cette même OTAN-là
en s'engageant dans un conflit en Afrique parce que ce qui est sûr, on n'est pas surpris et nous ne manquerons pas de ressorts militaires et tout pour donc les contrer. En tout cas, ben, le cas Tenzawaten amène certains analystes à affirmer que la guerre Ukraine-Russie a été déportée au Mali voisin. C'est la même lecture que vous faites de ce sujet? Oui, la guerre OTAN-Russie plutôt. Parce que quand vous regardez l'analyse... OTAN-Russie. Oui, bien sûr. Russie. C'est OTAN qui est-ce que vous voulez soutient dire que l'Ukraine. l'Ukraine n'est qu'un instrument L'Ukraine n'est qu'un otage. L'Ukraine n'est qu'un otage. Un théâtre de guerre seulement. L'Ukraine n'est qu'un otage comme Bénin, comme Côte d'Ivoire, comme le Sénégal. Le président ukrainien, c'est un comédien qu'ils ont placé là pour pouvoir l'utiliser. Et moi, je suis allé dans l'histoire fouiller pour voir les mouvements de terrorisme ont commencé où dans le monde entier. Ça trouve que ça a commencé dans la ville de Barmout. En ce moment, c'était au temps de l'URSS. Aujourd'hui, qui se retrouve dans le découpage, qui se retrouve dans le territoire ukrainien. Barmout. Vous pouvez taper Google, vous allez voir ça. Alors donc, ça veut dire que l'impérialisme ne fait rien au hasard. Comment ils ont pu instrumentaliser ce mouvement terroriste-là à Barmout en son temps pour casser l'Union soviétique? Donc c'est la même chose là, on reprend encore le même scénario avec les mêmes Ukrainiens manipulés, pris d'otages, pour essayer de casser la Russie, parce que leur objectif aujourd'hui, c'est de diviser la Russie en 6, pour l'affaiblir, pour pouvoir piller la Russie, comme ils sont en train de piller l'Afrique. Et comme la Russie résiste bien grâce à un président visionnaire, patriote, Vladimir Poutine, et qu'il est en train d'infliger des défaites à l'Ukraine qu'ils ont utilisées, ça ne marche pas. Maintenant, Donald Trump, étant un patriote averti, a appelé Zelensky, le comédien, pour lui dire: trouve solution de paix négocier avec Poutine. Si moi j'arrive au pouvoir en fin d'année 2024, début 2025, je prends fonction, la guerre est terminée. Nous, on ne va pas vous soutenir militairement. Donc, du coup, les vampires qui soutiennent Zelensky pour tuer les Africains, pour tuer les civils ukrainiens et russes, veulent déporter la guerre au Sahel. Donc, aujourd'hui, l'Ukraine n'est que otages qu'ils ont pris. Sinon, quand tu veux voir... finalement, ça n'est rien comprendre. Comment vous n'avez pas pu vous débarrasser justement de l'invasion russe chez vous et vous espérez gagner sur le territoire malien. Mais il faut noter aussi qu'en plus, avant même le Sahel, l'Ukraine était déjà présente en Afrique de l'Est. Je crois que ce n'est pas l'Éthiopie, c'est le Soudan. Où il y a aussi une rébellion et ils se sont positionnés. Il y a des mercenaires. Voilà. Et là même, c'est à visage découvert, ils sont en train de faire le combat. Donc aujourd'hui, c'est comme il le dit, la guerre qui se passe en Ukraine est en train donc de se déporter en Afrique. Parce que ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'Ukraine qui... Avec quel espoir de vaincre? Quel est l'élément recherché? L'élément recherché, c'est toujours... Vous savez que continuer à piller notre vous savez, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les guerres ont continué entre les deux blocs. La guerre est finie, l'Allemagne nazie est vaincue, mais il y a deux mondes qui se dressent. L'Occident contre le bloc de l'Est, l'URSS. Et cette guerre-là, on va voir... Les deux puissances ne vont jamais s'affronter directement. Les deux puissances vont toujours s'affronter par interposition en Afrique, un peu en Asie et en Amérique du Sud avec les cas de Cuba et autres. Donc, aujourd'hui, c'est la même logique qui prévaut. Et l'impérialisme, dans sa logique d'exploitation de l'Afrique, parce qu'on sait aujourd'hui que l'Afrique, c'est la zone du monde la plus riche. C'est la zone d'avenir. On utilise aujourd'hui le terrorisme pour recoloniser, pour recoloniser l'Afrique de l'Ouest. Donc, quels peuvent être leurs arguments si ce n'est déporter ce conflit-là en Afrique, déstabiliser des zones, et si l'autorité centrale n'a plus le contrôle de ces zones-là, alors ce sont des zones qui seront sous contrôle des mercenaires, sous contrôle donc des rebelles. Et on sait combien Tenzawaten est riche en sous-sol. C'est ça. Du pétrole, la provision. Je crois que pour ce qui nous intéresse, en tout cas, c'est la question du Sahel, c'est la question donc de notre sous-sol qui est très riche. Et je crois que, quelle que soit l'organisation de l'impérialisme, il a déjà pris du retard par rapport à nous. Et avec l'éveil des consciences, avec la vision des dirigeants politiques et avec le soutien aussi que nous avons. Parce que le monde n'est pas unipolaire, il est multipolaire. Si l'Occident est dans une logique de nous détruire, il y a une alternative. Il y a les BRICS qui sont là, il
il y a la Chine, il y a la Russie, il y a le monde arabe avec donc la Turquie, l'Iran. C'est autant de ressorts sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour résister donc à l'impérialisme. Je ne peux pas parler pour toute l'Afrique, mais pour ce qui est du bloc AES, moi je suis très confiant que quel que soit le jeu de l'impérialisme, nous allons sortir vainqueurs. Nous allons sortir vainqueurs, voilà donc qui donne matière à espérer, qui est bien dit. Alors, M. Podassé, à suivre votre raisonnement, c'est l'OTAN qui finance cette déportation des Russes au niveau donc, et des Ukrainiens plutôt, de ces soldats ukrainiens là, au niveau donc, du Nord Mali. Bien sûr, puisqu'ils connaissent la vision de Donald Trump, ils savent qu'il ne va pas faire la guerre pour faire leur affaire. C'est pourquoi ils ont tenté de l'assassiner d'ailleurs, qui a raté. Donc maintenant, il faut déporter ça au Sahel. Donc il faut amener l'Ukraine à faire des déclarations. Tu vois qu'aujourd'hui, le Burkina a fait un communiqué pour répondre à l'Ukraine. Le Mali a rempli les déclarations diplomatiques. Le Niger a fait, et même ils ont dit qu'ils vont déposer plainte à l'ONU contre l'Ukraine. Vous voyez, non? Donc, l'OTAN s'est trouvé les mains lavées. Alors que moi, si c'était moi aujourd'hui qui était l'un des dirigeants de l'AES, d'ailleurs même je dirais les 3 dirigeants doivent rompre de relations avec les pays de l'OTAN qui soutiennent l'Ukraine contre la Russie. 2, ceux qui ont les sociétés qui sont issus de ces pays membres de l'OTAN, qui ont les industries minières ici, là, il faut retirer les permis d'exploitation. Il faut couper les ressources de financement. Voilà. Donc, parce qu'il y a des agents qui travaillent dans ces sociétés-là, qui ne sont pas clairs, qui jouent le double jeu. Mais vous, ils vont venir qui vient pour travailler dans telle mine, alors que non, il a double agenda. Ils ne vous diront jamais ça. Troisièmement, si c'était moi, je prenais taxe. Je vais mettre taxe spéciale pour le financement de l'effort de paix à des multinationales membres des pays l'OTAN qui soutiennent l'Ukraine. Tu n'es pas d'accord, on nationalise ta société ici. Point final. Vous allez voir quand on va prendre des mesures fortes comme ça, là, cette guerre va finir. C'est parce qu'ils viennent piller nos ressources et ils ont les moyens encore pour recruter des gens ici, pour nous déstabiliser, qui continuent dans ces bêtises-là. Donc pour moi, il faut les arrêter, net. Donc tu vas voir que ça n'ira pas très loin si on prend des mesures drastiques contre ces gens-là. Vous allez voir que ça va finir. Et nous devons pousser nos autorités à prendre encore des mesures plus fortes. Parce que l'OTAN a peur de faire une confrontation directe avec nous pour ne pas qu'on les trimballe à l'ONU. Donc il fallait trouver un État marionnette comme l'Ukraine qu'on peut manipuler, qui est leur prise d'otage. Et c'est ce qu'ils ont réussi. Donc c'est à nous de désamorcer cette bombe le plus rapidement possible. En disant aux sociétés d'exploitation minière qui sont ici, là, membres pays de l'OTAN, là, vos pays arrêtent ou bien on retire votre permis d'exploitation. Alors, en tout cas, l'Union africaine et la CEDEAO a dénoncé ce qui s'est passé à Tisanwaten. Ça vous a surpris, ça? Non, ce communiqué-là, ça c'est juste pour la forme. Pourquoi attendre? Depuis les attaques, les opérations ont commencé depuis le 22 juillet. Et ils ont fait leur communiqué quand? En août. Combien août? Combien de jours après? C'est parce que le vent a tourné en leur défaveur qu'ils viennent pour jouer à l'hypocrisie. Ce n'est pas sincère. Si c'était sincère, dès le lendemain, ils devraient réagir. Docteur, vous avez été surpris par cette dénonciation-là de l'Union africaine et de la CEDEAO également? Non, moi, c'est des comportements diplomatiques. Vous savez, hein, le monde là, ce n'est pas ce qui se dit, qui se pratique. Ça me rappelle, ces communiqués me rappellent ce que sous chaque attaque terroriste là, je condamne fermement. Bon, condamner fermement. C'est des condamnations de principe. Oui, hein. Ça c'est de principe comme vous l'avez dit. C'est dans la forme. Sinon, dans le fond, combien de pays de la CEDEAO auraient souhaité que on prenne Tinzaouaten et après ça qu'on attende que Niamey est tombé, Ouagadougou est tombé, ça allait faire leur fête. On a appris même qu'il y a un leader, un président qui était en France qui est rentré et qui s'est réjoui. Donc, entre-temps, il pensait que donc, les forces de l'AES étaient en débâcle à Tinzaouaten et puis bon, finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, ces communiqués ne pouvaient pas être autres que cela. Mais en plus de ça, qu'est-ce que ces gens font? Au lieu de condamner ces pays-là, par exemple le Sénégal en tête, au lieu de convoquer l'ambassadeur, devrait aller plus loin en l'expulsant. En l'expulsant. Si vous n'allez pas rompre, vous l'expulsez pour montrer qu'il est en erreur. Et non qu'à aller réfléchir avant de revenir. Mais vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que c'est vous, Sénégal, qui êtes médiateur dans ce conflit, ce bras de fer entre l'AES et la CEDEAO, que vous êtes médiateur et vous n'êtes pas neutre. Et que l'AES, en tant que victime, vous avez les faits, tout est avéré et vous ne réagissez pas.
Ça montre qu'actuellement, les dirigeants du Sénégal ne jouent pas franc jeu. Et moi, je pense qu'ils ne sont pas panafricanistes comme ils le disent. Et c'est à nous de tirer les leçons et de nous positionner. Et les Européens qui sont rapides en dénonciation ne disent rien jusque-là. Justement, c'est tout ça. En fait, ils ne considèrent plus Le noir. Ils ne considèrent pas le noir. Et ils ne nous considèrent pas actuellement comme étant des États normaux. Pour eux, nous sommes leurs ennemis et tous les moyens pour nous écraser sont bons. Voilà la logique actuelle de l'Union européenne. Et la ce logique qui actuelle. justifie ce silence-là depuis un Oui, certain temps. oui, oui. Pour eux, on n'est pas dans leur camp. Il faut nous combattre, il faut nous déstabiliser. Et même si c'est le diable qui va le faire, voilà, pour eux, ça passe. Oui, moi je dirais la même chose, parce que si vous regardez très bien, le Sénégal même est devenu centre d'opération pour l'impérialisme. Si vous regardez très bien, il y a au moins 3 bases françaises là-bas. Il y a une base otanienne aussi là-bas. Et c'est à la partie de l'ambassade de l'Ukraine qu'on communique, qu'on recrute les mercenaires que vous voyez. Parce que l'ambassadeur de l'Ukraine, ce n'est pas sa première fois. Même sous Macky Sall, il y avait une annonce qui avait été faite pour le recrutement des mercenaires pour aller combattre en Ukraine. Donc, la société civile a monté au créneau sur la toile, ça a fait toller. L'ambassade a supprimé et ils ont retiré l'annonce. Mais ça se faisait en clandestinement. Parce que nous, on a des camarades là-bas qui nous donnent aussi des informations. Aujourd'hui, il y a un communicant attitré qui est porte-parole des terroristes qui réside au Sénégal, que tout le monde connaît, qui est Serge Daniel. Il est en contact avec tous les terroristes du Sahel. Celui qui donne les informations, qui communique au nom des terroristes, qui réside au Sénégal, nourrit, blanchit, qui circule librement. Alors, est-ce que Diomaye Faye et Sonko sont dans la dynamique du panafricanisme et il permet à un porte-parole des terroristes de continuer à communiquer à partir du Sénégal? La question reste posée et moi je dis que tous ceux qui croyaient à Ousmane Sonko et Diomaye Faye, vous êtes édifiés maintenant. Je vous ai toujours dit qu'un agent de George Soros ne peut pas être un vrai panafricaniste. Aujourd'hui, le temps m'a donné raison pour ceux qui ne croyaient pas à ce que je disais. Même chose que j'ai dit pour Alain Foucault aussi. Alors donc, oui, bien sûr, je l'ai dit à visage découvert et je l'assume. Vous avez des éléments pour étayer cela. Vous avez quel élément de preuve pour annoncer des choses? Tout à l'heure, il a fait une émission par rapport à l'Afrique. Quoi pour l'Afrique là? Est-ce que la guerre de recolonisation pour l'Afrique? Et il prend position pour les leaders. Il cite son Excellence Capitaine Ibrahim Traoré. Il cite Tiani. Il cite Assimi Goïta et il cite Doumbouya dedans. Tout en sachant que Doumbouya... Donc, son péché, ça a été de citer Doumbouya dedans. C'est des exemples que je donne. Et tu vas voir que dans toutes ces chroniques, il va parler. C'est-à-dire, il va passer tout son temps à pleurnicher sur... C'est-à-dire que toujours, c'est... Oui, le problème, c'est nous. Depuis des années, c'est nous. On devait se lever faire comme ça. Il faut à un moment donné se remettre aussi en cause. Peut-être que c'est une sorte on ne dit pas de se remettre pas en cause. Je ne suis pas son avocat, mais je pense que... On ne se remet pas en cause. Moi, je n'en disconviens pas qu'on se remet en cause. Mais il faut avoir le courage d'appeler chien, chat. Quand on est bon, quand on est dans la vérité. Mais ça ne sert à rien d'indexer les Africains tout le temps. Et tu ne dis pas pourquoi ce que l'autre fait aussi. Mais il a dit, il fait tellement de chroniques où il touche du doigt des éléments sensibles et tout ce qui se passe comme complot à l'encontre des pays africains. En tout cas, également. Je l'invite à élever encore plus le niveau. Docteur, parce que même pour ce qui est du droit international. Nathalie Yam est revenue sur des questionnements par rapport à ces chroniques tout récemment. Donc c'est là que les gens ont commencé à dire que non, Podasé avait parlé de ça. Nathalie Yam vient parler de ça. Donc pour nous, s'il est dans la même dynamique que nous, qu'il élève encore le niveau plus. Sinon, nous pensons qu'il a aussi payé. Ça, c'est un autre débat. Je crois que ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Alors, docteur, je parlais du droit international. À ce niveau-là, si il s'agissait des querelles internes, on allait voir justement peut-être la CPI dire quelque chose. Mais là, personne ne dit rien pour ce qui se passe au Mali, qui est assez grave quand même. Oui, bon, je crois que tout ça, c'est bien explicable. Le droit international, les droits de l'homme et autres qu'on nous exhibe toujours là, participent aussi de la domination, participent aussi de la mainmise, comment contrôler les dirigeants africains. C'est à géométrie variable. Oui, c'est à géométrie variable. On exhibe les droits de l'homme, pas pour condamner les terroristes et autres, mais pour endiguer
la dynamique des militaires ou en tout cas des armées républicaines qui tentent donc de lutter pour qu'on recouvre les territoires. Ici, vous allez voir peut-être dans les mois, les semaines ou les mois à venir, s'il y aura un message de Human Rights Watch ou autre structure de droits de l'homme, ça sera pour dire que pendant l'attaque de Tinzaouaten, les soldats, les militaires républicains et autres là ont violé les droits de l'homme, ont massacré des civils. Et ils ne diront pas qui sont ces civils. Parce que les terroristes, jusqu'à preuve de contraire, ne sont pas des militaires. Quand on dit terroristes, ce sont des civils. C'est des gens qui se lèvent contre le pouvoir central et qui prennent les armes. Au lieu de dire qu'ils ont écrasé des terroristes, ils vont dire non, que les forces militaires ont écrasé donc des civils. Ils ne vont jamais faire une déclaration. Pourquoi ils ne font pas de déclaration si eux défendent les droits de l'homme? Mais le premier droit de l'homme même, c'est le droit à avoir un pays où vivre. S'il n'y a pas un espace vital, l'homme vit où? Donc, leur première condamnation devait être même de condamner l'agression du Niger, du Mali ou encore l'agression de l'AES par des forces terroristes. Ils ne vont pas le faire. Mais ils vont trouver à l'intérieur que les forces en répliquant ont commis donc des bavures et autres. Donc, comme vous l'avez dit, c'est des droits de l'homme à géométrie variable. Quand les droits de l'homme peuvent leur permettre de soumettre nos États, donc d'intimider nos dirigeants politiques, alors ils exigent les droits de l'homme. Mais quand les droits de l'homme, ils savent que non, ici, là, ça participe donc de notre souveraineté, de notre réveil, alors ils vont se taire. Donc, je crois que comme on l'a toujours dit, il faut que même on dépasse, que l'Afrique arrive même à redessiner ou à mettre en place des droits de l'homme qui soient consensuels à l'Afrique ou qui reflètent, nous, nos valeurs. Parce que les droits de l'homme tels que vus aujourd'hui, c'est comme si les Africains ou bien nos dirigeants actuels dans l'AES sont contre les droits de l'homme. Non, l'Afrique n'est pas contre les droits de l'homme. Nous connaissons les droits de l'homme même mieux qu'eux. Nous sommes organisés mieux qu'eux. Si c'était à l'Afrique, si c'est l'Afrique qui avait connu le développement industriel de l'Europe, on n'allait pas aller les coloniser et les soumettre. C'est pour dire que nous respectons le voisin, nous respectons la différence. Mais eux, ils ne sont pas dans cette logique. Donc aujourd'hui, l'Afrique doit arriver au stade où on ne dira pas non au droit occidental, mais on va montrer sortir d'autres droits, les ériger pour nos États, qui soient supérieurs et qui respectent même la dignité humaine plus que les droits que nous voyons, qui ne sont pas les droits. Quand on parle de droit à l'homosexualité, quand on parle de droit à l'avortement, quand on parle de droit à ceci ou cela, bon. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Ce ne sont pas des droits de l'homme, ce sont des aberrations, ce sont des absurdités, à mon sens. Voilà, alors, merci. Comprenez-vous ce silence-là? Est-ce qu'au niveau du droit international, on ne devrait pas entendre des sons de cloche des pays, l'Ukraine qui vient combattre dans un pays souverain tel le Mali, et jusque-là, c'est le silence radio. Est-ce que vous êtes surpris par tout ça? Non, moi, par exemple, avant d'aller trop loin même en Europe, revenons ici même d'abord en Afrique. Est-ce qu'au Burkina Faso, le mouvement des droits de l'homme a condamné ça? Est-ce qu'au Mali, le mouvement des droits de l'homme a condamné? Est-ce qu'au Niger, le mouvement des droits de l'homme a condamné? Remontons au niveau de l'UEMOA. Est-ce que le mouvement des droits de l'homme de l'UEMOA a condamné? Est-ce que celle de la CEDEAO a condamné? Est-ce que celle de l'Union africaine a condamné? Voilà les questions qu'il faut se poser d'abord. Après ça, on va maintenant au niveau de l'ONU. L'ONU qui est censée apporter la paix, l'ONU dit quoi? Est-ce que l'ONU a réagi à cela? Non. Et après, c'est l'ONU va dire qu'on va envoyer force d'interposition. Vous voyez comment la manipulation à haut degré est allée loin. Nos soi-disant juristes internationaux, ou bien, comment on appelle ça, les grands connaisseurs, les grands penseurs, les grands professeurs, les grands docteurs de droit, ils disent quoi? Personne ne se prononce. Parce que tout simplement, nous avons été formatés avec l'ennemi qui ne nous aime pas pour dire voilà comment il faut parler, voilà comment il faut raisonner. Si nous on fait quelque chose en tant qu'Européens, c'est bon, il faut valider. Mais si c'est un frère africain qui a fait, il faut taper sur lui, c'est pas normal. C'est tout. Sinon, en réalité, est-ce qu'on n'a pas des juristes ici pour dénoncer ça? Comme l'a dit le docteur, il faut créer une cour pénale. De l'AIS, bien sûr. De l'AIS. De l'AIS, vous créez une cour basée sur spéciale. des valeurs endogènes. Basée sur des valeurs endogènes. Et nous, déjà, si nous on prend position, c'est suffisant. Et je pense que le monde doit fonctionner ainsi. On ne doit plus attendre que non, l'ordre vient de Paris, l'ordre vient de Washington, l'ordre vient de New York au siège de l'ONU. L'ordre doit venir soit de Ouaga,
soit de Bamako, soit de Niamey. Voilà comment les choses doivent se redessiner. Et je pense que les Africains sont les plus humains, les plus valeureux et les plus sensibles. Parce que si vous regardez la charte de Kouroufankoufa, l'ONU même s'est inspiré de ça pour faire droit de l'homme. Donc, ils n'ont rien à nous apprendre. Au fait, nous sommes très sentimentalistes, très humains. C'est pour cela qu'ils profitent de notre humanisme pour nous faire du mal tous les jours. Sinon, on est très émotionnel. Hein. C'est à cause de ça. Sinon, et quand tu regardes dans l'histoire, Sarkozy même a dit de sa propre bouche que c'est l'Europe est un continent sauvage et barbare. Mais l'Afrique, c'est des humains. L'Afrique, Sarkozy lui-même l'a le dit. continent africain, on n'a jamais fait de guerre Non, mondiale. nous, on n'a jamais fait guerre à quelqu'un. Mm. Au contraire, c'est les autres qui viennent nous massacrer. Pourquoi? Parce qu'on est humain. On est humain, on ne veut pas faire la barbarie aux autres. Et comme on ne veut pas faire la barbarie aux autres, il faut qu'ils viennent nous faire la guerre. Donc moi, je pense qu'il faut retourner la balle à l'envoyeur. Et comment ramener ça? Il faut avoir un mental de fer. Il faut se radicaliser. Parce que c'est ta façon de penser. Bien sûr, dans notre comportement, dans notre agissement, et dans notre... Il faut être ferme avec eux. Pas de sentimentalisme avec eux encore. Quand on va répondre maintenant, comme la Bible le dit, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, quand nous allons commencer à appliquer, ils vont reculer et puis nous laisser tranquilles. Voilà, je n'ai pas dit de faire cela pour faire comme eux ils le font, mais nous devons le faire pour nous protéger. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Et il faut que cela soit clair. Parce que jusqu'à présent, nous sommes dans le sentimentalisme. Si vous voyez que ces gens-là n'ont pas peur de faire la guerre à l'Ukraine, à la Russie qui a armes nucléaires, ils n'ont pas peur de faire la guerre à la Chine qui a armes nucléaires, ce n'est pas nous ils vont avoir peur. C'est pourquoi ils ont créé le terrorisme. C'est en train de nous décimer. Et nous sommes là encore à penser que c'est des humains, on peut continuer à échanger avec eux. On pourra simplement dire que le terrorisme en Afrique, c'est à dessein, c'est pour recoloniser nos Ils États. ont fait ça avec les Amérindiens en Amérique. Ils ont rasé les Amérindiens et maintenant inventé une histoire farfelue, soit disant que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, comme si l'Amérique n'existait pas. C'est archi faux. C'est la même chose qu'ils viennent faire avec nous. D'ailleurs, même ils ont dit ça plusieurs fois, que nous voulons l'Afrique sans les Africains. Et l'Afrique sans les Africains est un paradis terrestre pour l'homme blanc. Vous voyez comment il pense mal et il le dit haut. Mais nous, on est incapable de tirer leçon de ça pour pouvoir contrer, les empêcher de nous éradiquer. Nous acceptons jouer le jeu. Donc le terrorisme est créé juste pour nous éradiquer et puis occuper notre richesse et notre terre. Comme ils ont fait avec les Amérindiens en Amérique. Sans les Africains, ça sera le mot de fin. Merci. Nestor Podasé d'être passé. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national de la PJP, Planète des Jeunes Panafricanistes, section du Burkina. Oui. Merci à vous, Dr Hyacinthe Ouédraogo. Vous êtes le coordinateur adjoint du Rassemblement des intellectuels pour des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Merci d'être passé et apporter des clés de lecture sur ce sujet. Merci bien pour l'invitation et salut à tous les téléspectateurs et rendez-vous pour une prochaine fois. À vous, chers téléspectateurs, merci pour votre constante fidélité à nos programmes et à très vite avec d'autres sujets de débat d'actualité.